Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de nos Badas du mercredi, de nos Badas culturels, pour lesquels, depuis la fondation Michalski-Hoffmann, dans la région immédiate, dans la proximité immédiate de Lausanne, je reçois la présidente de la fondation, Vera Michalski-Hoffmann. Vera Michalski, bonjour. Bonjour. Cette fondation a maintenant combien de temps ? 2004 ? Oui, elle a été fondée en 2004, mais elle n'a commencé ses activités que bien plus tard, quoi. Donc il faut mettre une date aux choses, donc elle a été créée à ce moment-là. Alors cette fondation, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un bâtiment. C'est un bâtiment qui est tout à fait remarquable. Nous sommes au pied du Jura, et ce bâtiment, c'est vous qui l'avez choisi, qui l'avez voulu. Vous avez demandé à 2 architectes de faire à la fois un bâtiment qui permette le travail, la recherche, et aussi d'héberger des résidents. Alors, si vous voulez, ce bâtiment, selon les termes des architectes qui aiment bien les formules ronflantes, c'est une petite cité dédiée à l'écriture et à la littérature. Et donc, au début, effectivement, il y avait un cabinet d'architectes vaudois de Nyon, qui s'appelle le cabinet Mangin-Vallenne, qui ont dessiné le plan d'ensemble. Mais après, on s'est très vite aperçu qu'on avait envie de laisser s'exprimer davantage de sensibilité d'architectes. Et donc, on a travaillé avec des architectes internationaux. Et j'avoue, je ne suis pas très forte en calcul. Et je me demande si c'est 8 ou 10 architectes différents qui ont collaboré au site. Alors, ils ont collaboré au site pour y faire un bâtiment central, mais aussi des bâtiments annexes. Alors, si vous voulez, on a ce qu'on appelle un bâtiment ancré, enfin plutôt 2 bâtiments ancrés, qui sont reliés par le sous-sol, qui sont les seuls à avoir des fondations, où se trouve une bibliothèque, où se trouve un auditorium, où nous sommes en ce moment, et une salle d'exposition, et donc un lieu d'accueil pour le public. Ce sont les parties ouvertes au public. Et puis à côté, donc les résidences d'auteurs, où là donc des choses se sont construites successivement, et dont une salle à manger, et avec des architectes internationaux. J'incite nos auditeurs à se reporter sur les photos de la Fondation, qui sont assez nombreuses sur Internet, et qui montrent comment le travail des architectes a été en souci de tension, je dirais même constante, par rapport au paysage et à ce Jura au pied duquel nous nous trouvons. Mais revenons aux activités de la Fondation. Il y a donc des activités de recherche. On peut venir ici pour une journée ou 2, ou travailler, chercher un certain nombre de choses. Et puis on peut aussi y résider. Et on peut résider dans des périodes qui sont d'une durée assez variable, entre 15 jours et 6 mois, je crois. Et donc, qui vient et comment est-on choisi pour venir? Alors, à la différence d'autres fondations qui ont un spectre donc d'accueil de résidents plus large que nous nous occupons surtout des auteurs, des traducteurs. Et lorsqu'on dit auteur, on n'est pas du tout restrictif dans ce qu'on définit. Ça peut être aussi bien des essayistes que des poètes, des auteurs de théâtre. On a une catégorie qu'on appelle aussi en tandem, où on peut avoir un artiste qui travaille avec un auteur. Et on a vu notre implantation dans le paysage, en bordure de forêt. On a trouvé que c'était très intéressant de favoriser une catégorie littéraire qui est ce que les Anglais appellent le nature writing, qui commence à être de plus en plus admis aussi et pratiqué en langue française. Et on a là des choses très intéressantes. Et par ailleurs, on soutient aussi des projets qui sont en rapport avec le nature writing qui ne viennent pas se réaliser ici. Alors, vous donnez ici à des auteurs et à des traducteurs et à des dessinateurs la possibilité de travailler dans des conditions particulièrement reposantes et j'imagine efficaces, mais vous êtes aussi, j'allais dire, polyéditrice. Enfin, vous êtes éditrice, c'est-à-dire que vous avez commencé, alors avec Jan Michalski, votre mari, qui est mort il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près. Presque 20 ans, oui. Presque 20 ans, polonais, ayant fait des études de sociologie et de philosophie en Pologne et en Suisse, et vous avez voulu d'abord faire un pont entre ces 2 mondes, celui qui était de l'autre côté du rideau de fer et celui qui était ici. Et vous l'avez fait par le biais de la traduction.
dans les deux sens aussi d'ailleurs. Vous pouvez nous donner un exemple des premiers livres que vous avez traduits du polonais au français et du français au polonais? Donc on a commencé en 1987 à publier des premiers livres qui étaient... Les premiers étaient des livres traduits du russe et du polonais en français, et dont un auteur auquel nous tenons beaucoup et qu'on a toujours suivi fidèlement ici, qui est Joseph Czapski, donc un peintre et écrivain polonais, qui, après 1945, était resté en France, ne pouvait pas, pour des raisons politiques, retourner en Pologne. Et donc nous avons publié un texte qui était totalement inédit de lui, qu'il avait écrit en français, en captivité dans un camp de prisonniers, d'officiers prisonniers en Russie, et qui s'appelait « Proust contre la déchéance ». Et c'est une de nos grandes fiertés d'éditeurs que d'avoir mis peut-être plus de 15 ans, ou même 20 ans, à l'avoir fait traduire dans différentes langues mondiales. Il est sorti à New York, il est sorti à Buenos Aires, et ça fait quand même plaisir. Et il faut dire quand même que c'est une conférence que Czapski, prisonnier, a improvisée pour un grand nombre de prisonniers qui étaient avec lui, et qui, comment on peut dire, comment traitait-il Proust? Il traitait l'humoriste? Alors, si vous voulez, c'était sous couvert de donner des cours de français à ses co-détenus, que donc il parlait de Proust. Alors, donc lui, il avait connu Proust en 1926, enfin l'œuvre de Proust en 1926 à Londres. Il était parti en convalescence chez son oncle, puisqu'il avait attrapé le typhus. Et c'est là qu'il s'est plongé dans Proust. Et donc, il en avait gardé un souvenir lumineux. Et c'est ça, donc c'est le liège sur les murs, enfin ces choses-là, qu'il aimait, disons, restituer à ses co-détenus. C'est donc ça, c'est votre premier livre qui vient du polonais vers le français. Et dans l'autre sens? Et alors ensuite, on a commencé à publier en polonais certains livres ici, alors que le rideau de fer n'était pas encore tombé, notamment un jésuite polonais qui avait entamé les travaux de la chaire de soviétologie à l'université de Fribourg, donc en Suisse, et qui s'appelait Entre la logique et la foi. Donc c'était à la fois un logicien aussi, un livre assez drôle, un personnage très haut en couleur. Et donc nous avons fait une édition française qui a été un flop total, on peut imaginer à l'époque. Et puis, par contre, l'édition polonaise que nous avons réalisée plus tard a fait un carton. Et donc, on en a, je crois, réimprimé 7 ou 8 fois. Et ensuite, dès qu'il a été possible d'ouvrir en Pologne un bureau, donc c'était environ en 90 qu'on avait ça, on a commencé un programme de publication plus sérieux, plus suivi. Et on a introduit graduellement certains auteurs, notamment français, mais pas uniquement, qui étaient totalement inédits en Pologne, comme par exemple Charles Bukowski, Henry Miller, là on était loin de la politique, et aussi Nicolas Bouvier, auteur suisse, et peu à peu pas mal de gens, Umberto Eco, ont été publiés en polonais. Vous avez eu aussi une forme de soutien à l'égard de ce qui existait déjà de ce côté-ci du rideau de fer et qui représentait la Pologne. La librairie polonaise, par exemple, du boulevard Saint-Germain, que tout le monde, je crois, enfin que tous ceux qui habitent ou qui sont venus à Paris connaissent, mais aussi, à travers cette librairie, une activité d'édition. Alors, d'édition de quels auteurs? Alors, si vous voulez, la librairie polonaise, nous l'avons reprise en 1991. Elle était dans un état de délabrement terrible, puisqu'on n'y vendait plus que des livres sur les chiens et les chats, en solde, qui par la bonne volonté de Jacques Chirac, alors maire de Paris, tolérait qu'on mette des étals devant la librairie. Il n'y avait que des papiers roses d'huissier sur les rayonnages, c'était terrible. Et alors, nous, quand on l'a reprise, elle ne faisait plus beaucoup d'activités d'édition. Mais avant, elle avait publié pas mal de choses. Elle avait publié des grands textes polonais, elle avait publié des histoires de la librairie, des histoires de la société historique et littéraire, et des choses comme ça, oui. Il faut dire quand même qu'il y a eu une tradition d'intérêt de la Pologne pour la France très ancienne et qu'il y avait autour des exilés polonais un patrimoine immobilier tout à fait étonnant, en partie dans l'île Saint-Louis, en partie boulevard Saint-Germain, mais que ce patrimoine que personne ne voulait céder, à juste titre, ne correspondait pas à beaucoup d'activités. La librairie polonaise, c'était différent parce que c'est un bail de longue durée. D'ailleurs, notre propriétaire est d'origine hongroise et elle nous voit d'un très bon œil. Donc, sinon, ça serait remplacé
passée depuis longtemps par la énième boutique de fringues, mais là, donc, elle soutient un peu notre action en étant gentille avec nous. Mais alors, votre activité d'édition s'est pas arrêtée à ce qui concernait la Pologne, elle s'est même beaucoup élargie. Vous avez regroupé maintenant combien de maisons d'édition? C'est comme les architectes, vous ne savez pas les compter, mais peut-être... On va dire une douzaine de maisons d'édition qui sont regroupées dans un petit groupe indépendant qui s'appelle Libella, et qui d'ailleurs reprend le nom de la librairie qui n'existe plus, qui était la librairie polonaise, qui était dans l'île Saint-Louis, tenue par un grand ami de Czapski. Et donc là, on a les maisons comme les éditions Phébus, chez Chastel, Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, donc, qui était celle qu'on avait créée dès 1987. Et aussi pas mal de choses en photographie, notamment les éditions Delpire, les éditions Photosynthèse et les Cahiers dessinés, qui est une collection consacrée au dessin. Et chez Bûcher-Chastel, on publie vraiment, on a un programme assez large, aussi bien des livres sur l'écologie, de géopolitique. On était les éditeurs d'Anna Politkovskaya, Anna Politkovskaya, dont il faut rappeler que c'est une journaliste qui a été assassinée il y a maintenant une dizaine d'années, pour journaliste dont la plume était bien renseignée. Trop, puisqu'on l'a assassinée. Entre la fondation et les activités d'édition, quelles sont les passerelles? Ici, il y a des colloques. On est ici dans un auditorium qui a 200 places à peu près. Ouais. Il y a des salles d'exposition, en plus de ce qu'on a dit, c'est-à-dire les lieux de résidence, les sortes de cabanes suspendues qui sont des lieux de résidence. Donc, quelles sont les passerelles? Alors, si vous voulez, mon ambition est de garder la chose aussi étanche que possible. Mais effectivement, la logique est bien sûr dans les passerelles. C'est-à-dire que si on édite un auteur qu'on trouve particulièrement intéressant, on a très envie d'organiser ici une lecture avec lui. Et c'est ce qui se fait le plus souvent. Mais si vous voulez, la fondation, c'est du mécénat, et la maison d'édition, non. Si vous voulez, alors c'est là que il faut quand même raison garder. D'accord. Je pense que tout le monde de l'autre côté du micro aura compris la différence. On l'a dit, Jan Michalski était polonais. Vous avez commencé par faire des passerelles dans le sens Pologne-France et dans le sens France-Pologne. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette période, et notamment les rapports culturels entre la Pologne et le reste du monde, mais notamment avec la France, ont changé beaucoup, non? Oui, alors bien sûr, en plus ces dernières années, mais je pense qu'il reste une très forte tradition d'amitié entre la France et la Pologne. Et la bibliothèque polonaise du Quai d'Orléans que vous évoquiez tout à l'heure, on est vraiment le témoin. Elle est très active, elle accueille beaucoup de soirées, beaucoup d'expositions et de choses. Et bon, évidemment, après, nous avons des contingences politiques qui font que les gouvernements changent de part et d'autre, et que donc les relations évoluent. Est-ce que dans un sens ou dans un autre, l'un ou l'autre des gouvernements, polonais ou français, sollicite la Fondation pour des missions de bons offices quand les choses ne vont pas bien? Non. Non, pas du tout. Alors, si vous voulez, je peux vous raconter à propos de nos débuts, où on a publié par-ci par-là des livres un peu politiques, c'est pas le terme, mais parce que donc on se limitait aux témoignages de ceux qui sont assez nombreux de ce qui a pu se passer. Il y avait, lorsqu'il y a eu la fameuse table ronde, et que Tadeusz Mazowiecki avait été nommé Premier ministre, on avait publié un livre, ce sont des essais, qui avait été, dont une partie avait, je crois, été publiée dans Esprit, mais pas tout, et ça s'appelait Un autre visage de l'Europe. On avait mis sous la couverture une carte d'Europe dessinée, mais à l'envers. Et à ce moment-là, la personne qui était à la librairie polonaise, un jour, me téléphone complètement affolée, parce que Jean Edern Allier avait déboulé dans la librairie polonaise en disant « Comment Tadeusz Mazowiecki avait publié un livre et je ne le savais pas ?» Et donc, il a fallu... Évidemment, il ne le savait pas parce que notre service de presse était inexistant. Et il l'avait, je crois, déchiré ou déchiqueté dans une de ses émissions. Mais bon, de commencer une maison d'édition quand on n'a pas de service de presse, en opérant depuis la Suisse, comme c'était le cas à l'époque, c'est pas nécessairement évident.
Mazowiecki avait beaucoup, enfin voilà un exemple de quelqu'un qui avait des relations avec la France qui étaient très fortes. Il avait beaucoup publié dans Esprit et il se considérait d'ailleurs comme faisant partie de cette famille de pensée du personnalisme. On a parlé de tout, sauf de la Suisse. Quelle est l'ambition que vous nourrissez pour le monde culturel suisse, et est-ce que c'est simplement le monde culturel suisse francophone ou est-ce que ça va au-delà? Alors nous, notre fondation est très ouverte à tous les auteurs donc, au niveau des résidences qui viennent postuler. On a relativement peu de gens qui viennent de Suisse alémanique, c'est vrai, mais quand on en reçoit, alors on étudie leur dossier, bien entendu, avec bienveillance. On a environ 1500, ça dépend des années, demandes de gens qui veulent venir en résidence. Et donc, on est obligé de trancher un peu dans le vif, puisqu'on peut en accueillir. Maintenant que les séjours sont un petit peu plus courts, on a rarement des gens qui restent 6 mois, pour justement pouvoir accueillir davantage de monde. Et donc, cette année, je crois que c'est environ 45 personnes qu'on va pouvoir accueillir. Les années de Covid, évidemment, c'était moins. On a dû reporter des séjours. Mais voilà, c'est... La limite, elle est un peu là. Donc ici, on a un programme de rencontres assez étoffé. Mais lorsque quelqu'un nous sollicite avec une idée intéressante, soit sur une exposition qui pourrait s'accompagner d'un colloque ou d'une soirée, ou simplement d'une soirée de présentation de livres, on est toujours très ouvert. 45 pour 1500, ça fait quand même pas beaucoup. Donc, si vous devez travailler 1500 dossiers, j'imagine que ça n'est pas sans coût au point de vue du temps. Et en plus, c'est dans toutes les disciplines artistiques, ou à peu près. Enfin, c'est surtout l'écriture. Oui, c'est ça, ou le dessin. Oui, le dessin, non, on n'a pas de résident qui s'occupe de dessin. On a eu des appels du pied de certains musiciens qui disent... Nous, on pourrait très bien venir composer des choses chez vous, mais pour l'instant, on n'a pas encouragé la chose parce qu'on est très, très sollicité par ce qu'on a. Ouais. Vous avez mentionné tout à l'heure les traducteurs, qui sont comment dire, j'allais dire des co-auteurs. Non, les auteurs vont se fâcher si je dis ça, mais enfin, dont le rôle est en tout cas absolument essentiel. J'ai eu la chance de faire une émission dans la même série que celle que vous avez accepté de me répondre, avec Sarah Vermand, d'une traductrice d'ailleurs de 2 romanciers admirables. L'un s'appelle Philippe Meyer, c'est pas ma faute, mais il n'y a pas de à Philippe. Il a écrit 2 romans tout à fait admirables, et l'autre s'appelle Christie, je ne retrouve plus son nom, j'y pense parce qu'il a écrit ce roman qui a été traduit en français par Lorsque le dernier arbre, qui est tout à fait en rapport avec les thèmes dont vous parliez tout à l'heure. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs qui ont écouté ce rendez-vous, ce bada avec Sarah Vermand, se sont rendus compte de l'importance de la traduction. Est-ce que c'est un axe que vous recevez parce que vous l'avez expérimenté comme éditrice d'abord de polonais vers le français, du français vers le polonais, ou est-ce que c'est un souci majeur de votre distribution de bourses et de vos accueils? Moi, je suis très convaincue, et depuis longtemps, je milite pour qu'on donne aux traducteurs la place à laquelle ils ont droit, en fait, parce que vous le dites très justement, ce sont les co-auteurs. Et dans certains textes, notamment de poésie, il y a un tel travail de recréation que c'est pas du tout usurpé que de parler de co-auteurs. Et pendant très longtemps, et dans tous les pays du monde, là, la France était peut-être un peu à l'avant-garde des choses pour reconnaître le droit des traducteurs, mais ils ont été obligés de se syndicaliser, de se regrouper en syndicats, etc., pour arriver à faire reconnaître leurs droits. Et notamment le droit de voir leur nom imprimé sur la couverture des livres, ou en tout cas sur la page de titre. Et ça, c'est quand même la moindre des choses quand on voit la somme de travail considérable et de recherche, souvent, lorsqu'il s'agit de textes difficiles. On est obligé d'aller faire des recherches pour trouver le mot juste, et c'est absolument essentiel, quoi. Nous, on a évidemment beaucoup travaillé avec des traducteurs, puisque lorsque vous commencez une maison d'édition, le plus difficile, c'est de trouver des textes et des choses intéressantes à éditer. Et dans le cas des langues un peu plus difficiles ou un peu plus rares, comme le polonais ou le russe, etc., que tout le monde ne maîtrise pas, ce sont souvent les traducteurs qui sont les ambassadeurs des livres, qui vont aller démarcher d'éditeur en éditeur avec leur travail sous le bras. Sarah Vermand racontait à quel point c'était un travail physique.
et à quel point il fallait être physiquement en forme pour pouvoir affronter la traduction d'un texte, et encore n'était-ce pas en ce qui la concerne des textes poétiques. Vous avez beaucoup d'ateliers ici. Est-ce qu'il y a des ateliers pour la traduction? Alors ici, on n'a pas énormément d'ateliers. On n'a pas d'ateliers d'écriture et de choses comme ça. On en accueille de temps en temps. On en soutient à l'extérieur de nos locaux. Mais non, on n'a pas... On a accueilli par-ci par-là des choses, mais disons, on n'est pas vraiment partie prenante dans ce genre d'initiative. Alors, il y a une question que je voulais vous poser, qui au fond, à laquelle d'une certaine manière vous avez répondu en disant ce que vous ne faisiez pas. Mais il y a quand même une chose dont je me demande. Pourquoi vous ne la faites pas, ou si jamais vous pourriez la faire un jour, c'est quelque chose qui tourne autour d'une autre écriture qui est la chanson. Et ça m'amène à vous poser une autre question sur, là c'est la fondation et le bâtiment dans lequel nous sommes, mais sur le rôle que vous souhaitez jouer dans la transmission du patrimoine. De tous les patrimoines. Oui. Alors ici, donc moi la chanson à titre personnel m'intéresse beaucoup. Si vous voulez, on a organisé ici des concerts, on a eu des gens comme Rodolphe Burger qui sont venus ici, on a eu toutes sortes de chansons à texte. On a fait une exposition Boris Vian qui était très 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 sympathique avec beaucoup de choses sur le jazz, et on a fait un concert, c'était très émouvant. Et non, magnifique. Et donc ça, c'est important. Et quand on fait des expos, la partie médiation nous occupe beaucoup, d'arriver à transmettre les choses. Et pendant l'expo Boris Vian, pour revenir dessus, on a vécu des moments délicieux, puisqu'on a eu jusqu'à 3 générations qui swingaient sur de la musique de jazz dans la salle d'exposition. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans une exposition. Et sur le reste du patrimoine en général, le patrimoine littéraire, le patrimoine... Alors, si vous voulez, ici, on n'a pas vocation, par exemple, à accueillir des archives. Les seules archives que nous avons ici sont celles du grand écrivain polonais Sławomir Mrożek, qui était un ami que nous avons édité en polonais et en français, et qui voulait... on n'avait pas envie que ces archives aillent en Pologne, donc elles sont ici. Et il n'y a pratiquement pas de semaine où on n'ait pas des appels du pied de la Bibliothèque nationale polonaise qui me dit « Mais mon Dieu, pourrions-nous rapatrier ?» Et je dis non, c'est la volonté de l'auteur. Mrożek dessinait aussi, il ne faisait pas qu'écrire. Oui, absolument. On a édité ses dessins aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc, si vous voulez bien, à moins qu'il y ait un sujet auquel vous tenez et que j'ai oublié, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelle est l'activité dont vous estimez qu'elle vous manque. Que nous devrions accueillir à la Fondation. On a toujours l'impression qu'on peut en faire plus sur certains sujets, mais j'ai l'impression qu'on a un programme maintenant assez général et intéressant, dans le sens que ce qui nous occupe beaucoup ici aussi, c'est d'être un lieu de rencontre entre les lecteurs, puisque le but premier de la Fondation, je le dis toujours avec plaisir, c'est de lutter contre l'érosion de la lecture. Et là, je dis tout de suite, la lecture sous tout support, finalement. L'important, c'est le contenu. Et que les gens aient le respect donc, de la création intellectuelle, de l'écriture. Donc ici, on fait, ce que je dis aussi, c'est une formule que j'aime bien, c'est que nous luttons contre l'érosion de la lecture par tous les moyens légaux. C'est-à-dire... L'idée, c'est de montrer à des gens, des populations, que le livre n'est pas nécessairement ennuyeux, qu'on peut à la fois s'amuser, qu'on peut s'instruire, etc. Et que les auteurs ne sont pas des espèces de troglodytes en voie de disparition, mais qu'on peut très bien échanger avec les auteurs. Et donc, c'est ce qui se passe régulièrement quand on a ici une soirée. Les gens sont ravis de rencontrer des auteurs en chair et en os. Pour leur parler. Donc c'est une chose. Et puis, par ailleurs, notre idée aussi, c'est de rapprocher un peu l'art et les artistes. Enfin, je parle surtout d'art pictural, et c'est le sens de nos expositions, pour qu'on puisse étudier les rapports entre la littérature et l'écriture. Si vous voulez bien, c'est sur cette profession de foi en faveur de la lecture que nous allons nous quitter. Vera Michalski, merci de votre accueil et merci d'avoir accepté Merci à vous. Cette conversation.